Chers amis, chers auditeurs, bonjour. Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Alors aujourd'hui, vous allez être un peu surpris car j'invite, vous allez l'entendre dans quelques secondes, j'ai presque envie de l'appeler Manche-Clou d'Albert Cohen et je vais donner la parole à Stéphane Attal, à qui je dis tout de suite, Stéphane, je ne peux pas, après avoir lu ton livre, te vous voyez. Alors, bonjour à tout le monde et bonjour Monique, et tout à fait d'accord pour qu'on se tutoie. Alors, ce livre qui a paru aux éditions Transmettre, et on fait un petit coucou à notre ami Paul, s'intitule Mémoire des possibles, itinéraire d'une famille thune. J'avoue que c'est très, très touchant car le sentiment dominant dans ce livre, avant même l'humour, parce qu'il y en a, c'est l'amour. Alors, on va démarrer tout de suite avec Marie et Sauveur. Marie et Félix. Et Félix, pardon. Marie et Sauveur, Félix. c'est l'autre. Parce que j'en ai Sauveur, tellement, j'ai envie de parler de tous les personnages de ton livre. Hein. il y en a beaucoup, en effet. Il y en a beaucoup. Alors, Félix et Marie, ce sont mes grands-parents. Ce sont mes grands-parents, Félix et Marie Uzon, voilà, qui se marient dans les années 20 à Tunis. Félix est légionnaire, donc français, et Marie est tunisienne. Et Félix et Marie se marient en même temps que la sœur de Marie, qui s'appelle Tita, et qui se marie avec un monsieur qui s'appelle Albert Ouaki. Et la famille de Marie et Tita, et de leurs trois autres sœurs, c'est une famille assez pauvre, qui a néanmoins en possession un café à la Goulette. Ah oui, alors là, c'est génial, hein, l'histoire de ce café. Qui est donné en dot aux deux nouveaux venus dans la famille, Félix et Albert, et qui se retrouvent associés dans ce café à la Goulette. Et ce café va être l'objet de bagarres à la tunisienne. On ne sait jamais qui a commencé, je vais être très honnête, même si je pense que mon grand-père était un homme très bien, donc je préfère penser que c'est l'autre qui a commencé, mais toujours est-il que quelques années après leur mariage et après les naissances successives de tous les enfants ou de presque tous les enfants des deux couples, c'est-à-dire en tout cas au moins de ma mère et de ses trois sœurs, ma mère étant la dernière, mon grand-père décide, la France collée au Basque, de tout plaquer et de partir en France avec femme et enfants. Mauvaise pioche, on est en 1936 et c'est le début du Front populaire. Et il se retrouve très vite à déchanter et désenchanter, plaçant ma mère et sa sœur aînée immédiate à l'assistance publique. Ma grand-mère se retrouve marchande de 4 saisons aux Halles et lui, serveur de nuit chez Chartier. On ne se rend pas compte à quel point les familles juives tunisiennes, pour la plupart d'ailleurs, ont souffert en arrivant en France. Ah ben là, je peux vous dire qu'ils ont connu la misère. Ah ben oui, Ils ont connu la misère. Ma mère me disait que les 4 sœurs, elles avaient chacune une culotte et qu'il fallait la laver et la repasser tous les jours. Oui. C'est pas beaucoup, hein. Oui, oui. Alors, on va donc, la grand-mère, qui est une forte femme. Ah, c'est une mais les femmes femme. dans la famille maternelle sont très fortes. Exactement. Très, très fortes. Elles sont... c'est une famille de femmes. Ma grand-mère avait 4 sœurs et un frère. Joseph, dont le nom a été perpétué par le futur cousin Joseph Citruc. On ne va pas le dire tout de suite. On laisse encore. Puisque l'une des sœurs de la maman est non pas une forte, mais une très forte femme qui s'appelait Emma Usan, qui a épousé Jacques Citruc, que Jacques Citruc a enlevé et a emmené en France
en Alors, avion. on va le dire tout de suite aux auditeurs, parce que sinon, on va me téléphoner en me disant « Mais c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ?» Je dois vous dire que Emma et Jacques Sittruc ont été les parents du grand rabbin Joe Sittruc. Exactement, Zichrono Libraha, et que son souvenir soit béni à jamais. Tout à fait. Dont la boutade restera dans toutes les mémoires, Stéphane. Et Ne la Torah est l'oublions une. pas. La Torah est une. Alors, justement, maintenant, tu vas nous parler, parce que vraiment, on entre dans le vif du sujet, également avec ce restaurant à Montmartre. Alors, voilà. Avant de parler du restaurant à Montmartre, il faut quand même savoir qu'ils arrivent en 1936 et qu'en 1939, Ben la oui. guerre éclate. Eh oui. La guerre éclate dans les années, un petit peu après, vers les années 40, 41, mon grand-père, donc, était français, c'est important, hein, parce que ma grand-mère était donc une juive étrangère. Alors, c'est extrêmement d'actualité. Tout à Hein, parce fait. que je peux vous dire que Tout moi, ma à mère, fait. elle doit se retourner dans sa tombe à entendre les paroles d'un certain Z. D'un certain. Oui, d'un certain. Ne le Euh, citons pas. non, pas du tout, que son nom soit effacé. Et je peux vous dire que ma grand-mère était donc une juive étrangère, mais mon grand-père était un juif français. Et il avait, malgré son peu d'instruction, il avait une culture politique extrêmement fine. Et il avait compris quelque chose, c'est qu'il ne fallait pas qu'il porte l'étoile jaune. Il ne fallait pas qu'il porte l'étoile jaune. Donc, pour ne pas porter l'étoile jaune, il n'a pas été déclaré ses papiers. Donc, il ne s'est pas fait enlever sa carte d'identité et il n'a pas été imposé juif sur sa carte d'identité. C'est sans doute ce qui a sauvé toute la famille, puisqu'il est parti rapidement en 1941 vers le sud de la France pour préparer le retour en Tunisie. Et lorsque il a été temps, alors, on ne sait pas tout, les souvenirs de ma mère et de mes tantes ne sont pas tous les mêmes, parce qu'elles n'avaient pas Oui. toutes le même âge à l'époque, évidemment. Hein. Donc, le regard d'une petite fille de 8 ans comme ma mère n'est pas le même que le regard d'une adolescente comme sa sœur aînée. Il fait savoir, par des voies que je ne connais pas, à son épouse qu'elle peut le rejoindre et qu'un passeur les attendra pour passer en zone libre. Et les voilà partis. Donc, ma grand-mère et ses 4 filles, dont l'aînée est épileptique, Oui. Les voilà partis, on va dire, à pied, c'est-à-dire d'abord réfugiés dans le métro, parce qu'elle avait été informée par le commissaire de police des Halles, oui, ça, vraiment, à qui elle donnait des topinambours. Ma mère n'a jamais voulu manger de topinambours jusqu'à son décès. Hein. À qui elle donnait des topinambours, que son nom était sur la liste des rafles, mais que les Allemands raflaient par arrondissement. Et à l'époque, ils habitaient rue de l'Échiquier à Paris. Je ne sais pas si tu vois où c'est. Oui, dans le 2e. Du boulevard de Bonne-Nouvelle. Et la rue de l'Échiquier est dans le 10e arrondissement. Oui, mais exact. Le Rex, qui est juste en face, est dans le 2e. Le 2e, oui. Donc, elles ont été se cacher au cinéma, protégées par le patron du cinéma pendant une nuit entière. Et ensuite, ont pris le métro et sont allées à la gare de Lyon. Elles ont réussi à arriver vers le passeur. Et le passeur, voyant ma maman, petite, a dit « Elle ne passe pas, je la garde. » Et ma grand-mère a dit non. Elle est allée dans les fourrés avec lui. Elle a laissé ses 4 filles. Elle est allée dans les fourrés avec lui. Et ma mère m'a raconté jusqu'à la fin de sa vie qu'elle avait tous les jours la vision de sa maman et de ce passeur qui ressortait des fourrés, et le manteau de sa maman était sur les épaules du passeur. Terrible, terrible. Enfin, vous savez qu'on ne touche pas à la femme d'un légionnaire. Oui, 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 oui. Et donc, il s'en est occupé après. Tout à fait, tout à fait. Alors, Stéphane, nous allons avancer. Toi, tu es né en 61, d'accord? Exactement, à Paris. À Paris. Et ta sœur… Dans le restaurant. Dans le restaurant, rue du Faubourg Montmartre. Exactement. Et ta sœur Sophie est née en 63. Exact. Et vous avez, mais vraiment, je ne crois pas qu'il faille rappeler
le sac de billes, moi je dis que c'est tellement oriental comme roman autobiographique, c'est pour ça que je parlais de Manche-Clou en début d'émission. Et alors, il y a des moments de bonheur comme ça, parce qu'il y a l'école de la rue Chaptal. Exact. Mais d'emblée, tous les étés, attention, La Côte d'Azur. Nice. Ouais. Il est hors de question de passer ses vacances ailleurs que dans la Méditerranée. Exactement. Et alors, il y a un souvenir que tu rappelles qui est magnifique, qui se passe quelque temps après. Donc, on met tout le monde dans le train de nuit avec la Sim Camille, mais Stéphane et son grand-père ont un secret. Alors, vas-y. Oui. Alors, mon autre grand-père, Sauveur, Pépé, qui habitait Nice, comme toute la famille, donc avec les six trucs, etc. Oui. En fait, on mettait la voiture dans le train de nuit, comme tu l'as très gentiment dit, et on arrivait à la gare de Nice, et là, on sortait la voiture, on sortait la Sim Camille, on arrivait jusqu'à chez mes grands-parents, on chargeait la voiture avec le couscoussier. Je vois encore, moi, le couscoussier qui prenait ma place, en fait. C'est pour ça que tu allais en train, toi. Voilà. Et moi, je partais de Nice à Cannes en train avec mon grand-père. C'était notre moment. Et c'est pendant ce moment qu'il m'a raconté la Tunisie, sa Tunisie. C'est-à-dire la Tunisie heureuse, la Tunisie du Belvédère, la Tunisie du comptoir des élégantes, parce qu'il était vendeur au comptoir des élégantes. Donc, il vendait du tissu. La Tunisie de la maison de Kéredine, qui était partagée avec les Citrucs. Oui. Et où mon père, mes tantes et tous les cousins Citrucs passaient tous les étés. Et les étés, ce n'est pas 15 jours comme maintenant, c'est du 1er juin. Absolument. Jusqu'à Kippour, jusqu'après Kippour. Voilà, jusqu'après Kippour. Il passait Kippour à la mer parce qu'il faisait meilleur. Il y avait le vent. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Il y avait le vent. Et alors, justement, donc, tu as ces étés, mais avant de prendre le train, une fois qu'on a envoyé toute la famille avec la Sim Camille, on va d'abord au train bleu pour le secret de Pépé. Un petit verre de rouge. Voilà, le petit ballon de rouge. J'ai trouvé ça génial. Un petit ballon de rouge, parce que mon grand-père était assez porté sur l'alcool et il avait été opéré d'un truc assez grave à l'estomac à l'époque. Moi, je n'ai aucun souvenir de ça, bien sûr. Et donc, ma grand-mère lui faisait très, très peur et l'empêchait de tout boire et tout manger. Bien sûr, il était hors de question. Absolu, c'était de transgresser avec moi comme complice. Et il me disait, je vais voir un ami, attends-moi dehors. Et alors, ce qu'il y a de très, très beau, c'est que quand tout le monde arrive du train pour aller chez Pépé et Mémé, on se met devant la table, c'est quoi? C'est du pain perdu. Ah là là, j'ai l'impression de le sentir encore, ce pain perdu. Pain perdu et le lendemain, des banattages. Ah oui, quel kiff, quel kiff. Et alors, l'été se termine, donc les vacances à Nice se terminent. On décide de déménager. La famille déménage et vous êtes précurseur, vous arrivez dans le 8e, côté 8e, 36 rue de Courcelles. Exact. Mais c'est pas que sympathique parce que le petit Stéphane arrive dans une école très blanche, bon teint, blonde, d'accord. Et là, il y a plein d'aventures, entre autres. Mais il y a la révélation surtout de ma condition de juif. Mais oui, tu découvres ce que c'est. Je découvre parce que moi, mes parents étaient totalement… Alors, j'avais un oncle rabbin à Nice. Armand. Armand Assayag, Zichrono Libracha, qui était le premier maître de Josie Truc. C'était le mari de ma tante, c'était mon oncle. Et malgré… D'ailleurs, tu as préparé à la bar mitzvah après. Oui, bien sûr. Je crois qu'il a eu un peu de mal avec toi, non? Un peu. J'espère qu'il est content de ce que je suis devenu à ce sujet. Oh, je suis certaine. Parce que j'avais beaucoup d'affection pour lui. Et donc, malgré un oncle rabbin, sincèrement, je ne savais pas ce que c'est qu'être juif. Mes parents ils n'étaient pas assimilés, ils n'étaient pas intégrés, ils avaient peur. Il faut savoir que dans le Paris des années 60, les juifs rasaient les murs. Il faut juste se souvenir de ça. D'ailleurs, tu rappelles un souvenir très difficile pour ton père, c'est que la gardienne lui a refusé le droit de mettre une mezouza. Absolument.
Je trouvais dans que un immeuble qui appartenait à une compagnie d'assurance. Hein. l'assurance, oui. On n'a jamais eu le droit de mettre une mezouza. Et à l'époque, mon père n'a pas fait d'histoire. Moi, la gardienne, je l'aurais emplâtrée sur son mari et je les aurais mis au balcon. Heureusement, Mais Stéphane, l'époque n'était pas la même. non, mais Heureusement. mon père n'a pas fait d'histoire. Et me voilà dans cette école de la rue Paul Baudry. La rue Paul Baudry, c'est en face de l'église Saint-Philippe-du-Roule. Hein. Hum, hum. Il faut se rendre compte du quartier. Hein. Je pense qu'on devait être les seuls juifs, non pas de l'école, mais de l'arrondissement. Hein. Mais c'est Et pour ça que j'ai parlé de précurseurs. Parce que bon, oui, maintenant, le 17e, même le huitième. même le 8e. Mais à Ouais, l'époque, vous étiez les précurseurs. D'accord? absolument. Et c'est en septembre 1967. Hein. Donc Voilà. c'est Et en fait, là, tu es confronté à un problème à l'école, c'est que tu es gaucher et ouais, qu'ils veulent absolument te contrarier et te faire écrire avec la main droite, ce qui déclenche un bégaiement. un bégaiement jusqu'à aujourd'hui. Mais dont tu Euh, te sors très bien. Mais alors, que d'années d'orthophonie, dont que tu d'années parles d'ailleurs. d'orthophonie. Oui, bien sûr, j'en parle parce que l'orthophoniste est la personne qui a été à un moment donné la plus importante de ma vie. Parce que je ne pouvais pas avoir. J'ai une mémoire, grâce à Dieu, euh, exceptionnelle, je crois qu'on peut le Hum, dire. hum. On appelle maintenant aujourd'hui les gens comme moi des hypermnésiques. Et j'avais zéro en récitation. C'est Zéro. terrible. Quelle souffrance pour. Zéro, 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 zéro. Mais quelle C'était horrible. Et souffrance. donc, grâce à cet orthophoniste, j'ai pu développer ma connaissance, mon amour de la littérature française, des grands auteurs, être Ah capable bah de tiens, un citer amour pour Balzac, pour Rastignac, que tu décris. ouais, pour le Et père d'ailleurs, je Goriot. dois dire, Stéphane, il n'y a pas que l'orthophoniste, il y a également sa fille qui était sophrologue. Or, là Exactement. aussi, c'est vraiment le démarrage. On ne parlait pas de sophrologie quand même. Oui. On l'appelait relaxologue à l'époque. Oui, 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 Elle tout à faisait, fait. elle faisait ce qu'on appelle de la relaxation et en fait, elle m'a Oui, appris à respirer. oui, 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 oui. C'est en Alors, gérant donc, la respiration qu'on arrive à ne alors, plus bégayer. tu es à l'école primaire, donc en habitant rue de Courcelles, et puis après, bien sûr, les étés à Nice, mais nous décidons d'aller passer les vacances Juan puis Cannes. Voilà, Et alors, absolument. il y a des années, il y a des passages magnifiques parce que n'oublions pas que tous les étés se passent avec tous les cousins, cousines qui sont Ouais, plus âgés que toi ouais. et que tu vois évoluer et qui t'apprennent Que un petit peu j'observe, la que vie. j'observe parce que comme je bégaye, je ne parle pas beaucoup à l'époque, ce qui est bien changé depuis. Je vois. Et donc, j'observe et je vois tous ces cousins qui, alors les six trucs, bien Oui. sûr, au complet, au complet. Et puis Mais les alors, copains attends, des Stéphane, cousins. tout le monde dormait 133 la Croisette? Non, bien sûr que non. Eux étaient à Nice. D'accord. Nous, Ah, ils nous, on venaient le était week-end. 130. Voilà. Nous, on était 133 la Crasette, mais on a quitté Nice parce que l'appartement là-bas était un peu petit, donc il fallait qu'on aille en vacances à la plage. Et puis, je soupçonne ma mère de vouloir être un peu indépendante, quoi qu'on emmenait quand même mes grands-parents. Hein. Oui. Voilà. Et puis, mon père avait fait là son rêve, c'est-à-dire qu'on avait loué cet appartement. On a loué cet appartement pendant 20 ans. Et le jour où on a voulu l'acheter, on a appris qu'il était vendu 6 mois avant. Oh là là, quel dommage. Et je suis passé devant il n'y a pas longtemps, il était à vendre, je suis allé le revoir, et le temps que je me retourne, il a été revendu à nouveau. Mektoub, Euh, ouais, exactement. Mektoub, d'accord? Exactement. Donc, on louait cet appartement, et cet appartement était extraordinairement bien placé parce qu'il était devant la plage. Et mon père, son plaisir On absolu kiffe, on kiffe. et son kiff total était de poser sa valise et d'aller, ce qu'il disait à l'époque, c'était très tunisien, il allait prendre le bain. Il allait, il allait prendre le bain. Il fallait pour lui, c'était le premier plongeon dans la Méditerranée, c'était les vacances. Et en Voilà. fait, il avait deux plaisirs pour ses vacances parce que Et il y avait il y le avait casino Cagnes, qui n'était pas Cagnes, loin. Cagnes, Cagnes et les chevaux. Alors, il y avait Cagnes-sur-Mer, les chevaux, et Cannes, le Palm Beach, avec l'époque incroyable qu'il nous racontait tous les matins au petit déjeuner, avec les grands de ce monde qui venaient en smoking
lui en smoking, ma mère en robe du soir, qui allait tous les soirs au Palm Beach avec Omar Sharif. J'ai des photos de mon père avec Omar Sharif, avec Philippe Bouvard, avec donc encore une fois, tous les grands joueurs, donc Ouais. pas forcément des gens formidables, hein, qui allaient au casino, comme aujourd'hui, on va au Festival de Cannes, en fait. Alors, Stéphane, moi, j'ai envie de te dire un très beau proverbe en arabe que tu comprendras peut-être, sinon je traduirai pour les auditeurs. Stéphane la fève a été coupée en deux. Stéphane est le digne fils de son père, parce que toi aussi, il y a eu quand même un slow avec Catherine Deneuve, il y a eu une partie de tennis avec Belmondo, il y a eu quand même, ok. Et alors nous allons avancer. Tu rentres au lycée, et ce sont donc des découvertes extraordinaires. C'est les années Carnot. Oui. C'est le lycée Carnot. Et moi, Carnot Paris, hein, parce que Carnot ton père Paris, était à Carnot à Tunis. Et le proviseur de Carnot Paris était le même proviseur que mon père avait eu à Tunis. Oh la vache. Non, mais ce que j'ai trouvé magnifique, c'est que on fait l'appel à Tal, Berne, Bloch, Bramy. Je trouve ça génial. Et ce qu'il faut quand même savoir, c'est que les trois autres, là, les trois que Berne, Bloch et Bramy, moi, je les vois toujours. C'est extraordinaire. Bramy, c'est magnifique. C'est comme la famille. En fait, Bramy, c'est lui qui t'a fait comprendre que tu étais juif, parce que lui, il venait directement de Tunis. Exactement. Et des vacances à la Goulette. Et que la Tunisie, c'était formidable, contrairement à ce que disait mon père. Et surtout, il a contribué, mais alors mes parents l'ont accueilli avec beaucoup, beaucoup de tendresse, parce qu'en plus, sa maman et ma mère étaient en classe Tout à fait. Au lycée Montfleury à Tunis ensemble, pendant la guerre. Oui. Une connivence de plus. Et donc, c'est incroyable. Et elles se sont retrouvées à la première réunion de parents d'élèves de la 6e. Alors, Stéphane, il nous reste 7 minutes. Donc, je voudrais pas que tu oublies de nous parler un petit peu de ton engagement au tennis, qui est quand même vachement important. Ah bah, c'est un peu l'histoire de ma vie. Ouais. Ben oui. Le tennis, moi d'abord, j'ai appris à jouer au tennis. Je suis tombé fou amoureux de ce sport. Pour tout te dire, je sors du tennis là. Ah oui, ah oui. Voilà. Ah oui. Et après, tu vas aller faire Minha, hein? Voilà, exactement. Mais tu ne crois pas si bien dire. Oui, je sais. Et voilà, donc le tennis, c'est une histoire, c'est une rencontre en fait. Hein, c'est une rencontre avec un sport pour lequel je me suis passionné. J'ai appris à jouer malheureusement un peu tard, à l'âge de 14 ans, à Deauville. Oui, parce qu'après la côte, maman qui a beaucoup de caractère, comme toutes les femmes de sa famille, hein, parce que dans la famille de ta mère, c'est le matriarcat, décide, il y a deux nouveautés. Il y a Deauville et il y a le Club Med. Et le Club Med, exactement. Et en fait, c'était une façon pour elle de s'émanciper de sa belle famille. Il faut Tout à fait, bien sûr. Savoir. Nous, on ne l'a pas vécu comme ça, mais c'est la réalité. Et mon père, qui de toute façon ne pouvait rien refuser à sa femme, a très facilement accepté, parce qu'à Deauville, il y avait quoi? Les courses. Les chevaux, et au Club Med, il y avait les copains. Et d'ailleurs, il y a même une jument, Marie Dumont. Marie Dumont, il n'y a pas que... Il n'y a pas qu'elle, mais elle a eu été un rôle. L'apogée de la carrière de propriétaire de mon père, puisqu'elle a gagné énormément de courses, énormément d'argent, et mon père l'a revendue à un émir. Et là aussi, il y a eu une bonne tractation, en fait. En fait, il l'a vu courir, et il m'a donné, je pense, la plus belle leçon de business du monde. J'avais donc 22 ans. Il y a un courtier en chevaux, un Tunisien d'ailleurs, qui s'appelait Roubo Nataf, qui vient voir mon père et qui lui dit: il y a l'émir untel qui est intéressé par ta jument, il t'en donne 1 million si elle gagne le critérium des Pouliches en octobre à Saint-Cloud. Et mon père lui répond devant moi et devant mon ami Bramy, qui te le raconterait exactement de la même façon, lui répond: il a qu'à me donner 600 000 et gagner lui-même. Et la chute est extraordinaire. Il touche les 600 000 une heure après. Il nous invite à dîner, toute la famille, tous les copains. C'est extraordinaire. Bien sûr. Et le cheval arrive en octobre au critérium des Pouliches, se blesse
avant de rentrer sur l'hippodrome et n'a plus jamais recouru. Et c'est Mazal, mon Dieu, mon Dieu. Alors, Stéphane, voilà. Tu découvres aussi, la télévision a beaucoup de place, qu'elle soit noire et blanche ou couleur, parce que tu as grandi avec les séries. On parlait déjà de séries, c'était Starkey et Hutch, et vraiment, tu as baigné dans ça. Voilà, mais tu as eu la chance d'être envoyé en Angleterre, ce qui t'a permis, indépendamment de te déniaiser en Angleterre, mais c'est surtout d'apprendre la langue, puisque tu es devenu l'interprète de ton père, qui t'a permis vraiment de t'éclater pour un jeune de 18-19 ans, puisque tu deviens un peu représentant de Converse à ta manière, et puis tu deviens cordeur à Roland-Garros. Exactement, c'est-à-dire que mon père s'était mis, après divers business différents, s'était mis dans le business du sport, et c'était difficile, c'est la langue officielle, c'est l'anglais, il ne parlait pas un mot d'anglais, donc j'ai eu le bonheur de partager avec lui ces moments. Tout à fait. Des moments extraordinaires de complicité et puis de transmission. Il m'a appris énormément de choses. Il m'a surtout ouvert les yeux sur ce qu'il fallait pas faire, sur l'éthique des affaires, ce qui est quand même extraordinaire parce qu'il avait tellement raison sur plein de choses à l'époque. Et effectivement, j'ai voyagé avec lui dans le monde entier. On est allé aux États-Unis, on est allé en Allemagne. À l'époque, ce n'était pas si simple. Hein. Oui, bien sûr. C'était le tout début des années 80. Il y avait le contrôle d'échange, hein, donc avec l'arrivée de Mitterrand, etc. Donc, c'était compliqué. Et effectivement, ma passion pour le tennis a fait qu'à un moment donné, on s'est mis à importer une marque de cordage de tennis. Et la chance incroyable, c'est que ces cordages étaient utilisés par un jeune joueur inconnu à l'époque, qui s'appelle toujours, mais qui s'appelait surtout à l'époque John McEnroe, et dont j'ai eu le privilège de corder les raquettes. Voilà. Ça, c'est magnifique. Alors, nous allons terminer sur l'histoire de Tati, parce que, indépendamment du fait que donc, ce grand-oncle a été à l'origine d'une dynastie Tati, parce que c'est le cousin germain de ma mère, donc. Hein. Cousin germain, hein, d'accord. Mais en plus, ayant si bien réussi, parce que donc, il y a des pages qui relatent les week-ends à Quoi-la-Forêt, le mariage de sa fille, avec Hubert, voilà. Avec Mike Brandt. Mike Brandt, exactement. Mike Brandt, et puis le jabot, la chemise à jabot. On ne l'oublie pas. Mais Jules Wacky va jusqu'à affréter un avion à titre privé, invite toute la famille, donc les couples, aux Seychelles, et ton père se fait un point d'honneur quand même à prendre un autre avion pour payer lui-même son billet. J'ai trouvé ça, il y a deux choses qui m'ont interpellée. Il y a l'histoire de ces billets d'avion, alors qu'il suffisait de monter dans l'avion affrété par Jules. Et puis, quand tu t'es mis à travailler, quand tu as quitté la maison, on t'a dit 500 francs par mois pour la famille. Et au bout d'un an, tu as vu… Je n'ai pas quitté la maison, en fait. Ah, tu n'as pas pris un appartement à part à partir du moment où je m'étais mis à travailler et que j'étais à la maison, mon père… Ah, d'accord, je croyais que tu avais pris un appartement. Voilà. D'accord. Mon père, c'est ça l'éthique dont je parlais. Mon père m'a dit, tu prends une enveloppe, tu mets 500 francs et tu les donnes à ta mère. Ma mère lui a fait un scandale. Comment je vais prendre de l'argent à mon fils voilà. Mais il lui a, je me rappelle très bien, fait des gros yeux en disant tu prends. Et donc, moi, pendant un an, j'ai remis à ma mère chaque mois une enveloppe avec 500 francs dedans. Et quand un an après, j'ai pris un appartement, je devais avoir 25 ans, quand j'ai pris un appartement, ma mère m'a ressorti les 12 enveloppes. C'est très beau, tiens, voilà, c'est très beau. Voilà. Et alors, tu parlais de ta mémoire phénoménale. Je vais en donner une preuve. Stéphane décide de passer son permis de conduire à 18 ans et il se souvient que pour sa bar mitzvah, comment il s'appelle, Zozo Rubens, qui t'avait dit « Mon cadeau, je t'offrirai le permis de conduire. » Ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Ah non. Ça a été dardard. Et je trouve que c'est magnifique parce que je dois dire aux auditeurs, si tu permets Stéphane, je vais pouvoir le dire, l'annoncer,
Stéphane, avec son mentor et grand ami de 30 ans, Berto Taïeb, ont été les premiers malades du Covid de la communauté juive en France. Stéphane s'en sort très, très bien. Malheureusement, Berto nous a quittés il y a un an, je crois que quelque part, en 2020, non? 2 ans. Ah oui, on est en 2022. Je crois que vraiment, ce livre… Il tombe malade en même temps que moi, fin février 2020. Lui n'a pas de symptômes, moi je tousse. Lui, il a de la fièvre. J'ai de la fièvre, mais moins que lui. Et il tombe malade le 1er mars, c'est-à-dire le samedi. Après Shabbat, le soir, il m'appelle en me disant qu'il a de la fièvre. Et moi, c'est le mercredi que j'ai commencé à avoir de la fièvre. Et le jeudi soir, on s'écrit, il m'envoie un texto que j'ai encore en me disant « Si on sort de là, on va être indestructible ». Et il est mort à 4 heures du matin. Oh là là. D'un œdème pulmonaire massif. C'est terrible. Et c'est grâce à… C'est affreux ce que je vais vous dire, mais c'est grâce à sa mort que j'ai été pris au sérieux par le SAMU. Oui, parce qu'il ne te prenait pas au sérieux. Il ne me prenait pas au sérieux. Prenez du Doliprane et restez chez vous. Et j'ai été conduit à l'hôpital dans des conditions épouvantables. J'y suis resté 3 semaines en réanimation. Et j'ai voulu apporter ma contribution et surtout honorer sa mémoire en témoignant dans les médias. J'ai la chance de ne plus être bègue, donc je suis dans les médias très présent et j'ai profité de cette petite notoriété pour porter le combat des gestes barrières. Et parce qu'à l'époque, j'ai une amie qui m'a écrit quand je suis sorti de réanimation. C'était il y a juste un an, il y a quelqu'un qui a partagé, mon cousin dont je parle dans le livre, David, a partagé sur Facebook aujourd'hui même la vidéo que j'avais faite pour i24 News. Elle a été vue, j'ai regardé ça ce matin, elle a été vue à 400 000 exemplaires. Bravo. Et d'ailleurs, on n'a pas eu le temps, parce qu'il y a plein de personnages qu'on a zappé un peu, mais il y a un personnage important également dans ta vie, c'est Chantal. Bien sûr. Mais on en parlera puisque je t'ai promis autre chose. Et donc, moi, avant de terminer cette émission, je voudrais surtout te souhaiter Admea Vesrim Shana. Amen, amen. Toda Rabba. Et vraiment, je pense que tes enfants, Michael, Charlotte et Jérémie, ont dû baigner dans le même amour, en tout cas je leur souhaite, que celui dans lequel tes parents et grands-parents t'ont permis de grandir et t'ont fait baigner. C'est vrai. C'est vrai, je te remercie infiniment, je suis très touché. Merci Stéphane. Je rappelle le livre de Stéphane Attal, Mémoire des possibles, itinéraire d'une famille thune aux éditions Transmettre. Et disponible à la FNAC depuis peu. Voilà, une bonne nouvelle. Merci Stéphane. Merci Monique, merci beaucoup. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine, Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle.